Voilà, nous allons passer maintenant à la correction du problème 2. Le problème 2 est un petit peu plus compliqué que le problème 1, aussi un petit peu plus intéressant, parce que là on va vraiment devoir résoudre un circuit en utilisant la loi des mailles, donc les lois de Kirchhoff, donc la loi des mailles et la loi des nœuds, pour vraiment trouver dans toutes les parties du circuit le courant correspondant. Donc là je vais rapidement dessiner le circuit qui nous intéresse ici. Donc on a une première tension U1, puis nous avons une résistance R1, on a ensuite ici une résistance R2, une autre tension que l'on appelle U2, et puis on ferme la première maille ici, voilà, tac. De l'autre côté, on a une autre maille, alors on a de nouveau une résistance R1, on a ici une autre tension U3, et puis on a R1 ici, voilà, et puis on ferme la deuxième maille. Donc pour résoudre ce genre de circuit, la première chose qu'il faut faire, c'est nos inconnus, c'est les courants, il faut les définir dans les différentes parties du circuit. Donc on a, dans cette partie du circuit, on définit un certain courant I1, on lui donne un sens, vous voyez avec la flèche, donc I1, voilà, I1. Ce que ça signifie, c'est que le courant circule dans ce sens-là ici, enfin, c'est ce qu'on suppose ici pour une première estimation. Et puis ici on a I2 qu'on va dessiner ici dans ce sens-là. Je les dessine dans ce sens, vous pouvez le faire dans un autre sens, vous pouvez leur donner un autre nom, mais c'est simplement pour être en accord ensuite avec ce que vous allez obtenir si vous lisez le corrigé. Donc I3 dans la partie ici à droite du circuit, je le dessine dans ce sens-là. Voilà. Donc pour être peut-être un peu plus précis, évidemment, a priori, on ne connaît pas le réel sens des courants. On les définit simplement. Et puis, comment est-ce qu'on va finalement trouver le bon sens? Eh bien, il faut savoir que lorsque l'on aura fini le problème, on va obtenir des valeurs pour les courants en ampères, mais aussi un signe. C'est-à-dire que chaque courant aura son signe. Si le courant obtenu est positif, alors ça veut dire que le sens dans lequel on l'avait dessiné était le bon sens du courant. Si le résultat que l'on obtient à la fin est négatif, c'est qu'en réalité le courant circule dans l'autre sens. Donc il n'y a pas de souci de dessiner a priori un sens et puis que ce sens soit finalement s'avère faux, parce que de toute façon à la fin le signe va nous donner le bon sens du courant. Alors, quelles sont maintenant les équations que nous aurons à disposition pour trouver nos trois inconnus, I1, I2 et I3? Donc on va, comme je l'ai dit, utiliser la loi des nœuds. Alors que dit la loi des nœuds? La loi des nœuds nous dit que lorsqu'on est à un nœud, alors ici on en a deux, on a un ici, ici, la loi des nœuds, elle nous dit que la somme des courants à travers un nœud, c'est égal à 0. Donc en fait, ce qui rentre est égal à ce qui sort. Donc ici, j'utilise du jaune pour définir les courants, les nœuds. On en a deux ici. Le premier, je l'appelle le nœud A et le deuxième, le nœud B. Voilà. La deuxième loi, la loi des mailles, elle nous dit que dans une maille fermée, donc par exemple une maille, ce serait ça, ou alors celle-là, ou alors on peut aussi prendre la maille extérieure ici. Donc dans une maille fermée, si on part d'un point que l'on revient à ce même point, la somme des tensions est égale à 0. Voilà. Alors ici, on a choisi de prendre cette maille-là et celle-là. Et puis, il est important, ça c'est essentiel vraiment, on ne choisit pas juste une maille, mais on choisit aussi un sens dans lequel on va ensuite parcourir la maille pour obtenir l'équation.
Donc ici, je choisis le sens des aiguilles d'une montre dans les deux mailles. Et puis la maille de droite, on l'a appelée M1 et la maille de gauche, on l'a appelée M2. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va définir ces équations grâce à nos deux lois. Donc, les premières, c'est les équations pour les nœuds. Donc, on va s'occuper du nœud A tout d'abord. Alors, dans le nœud A, quelle est la situation? Eh bien, on a le courant I1 qui rentre, le courant I2 qui rentre et le courant I3 qui sort. Donc, on l'exprime sous la forme suivante. I1 qui rentre, on va le prendre positif. I2 qui rentre, on va le prendre positif. Et puis I3 sort, donc c'est moins I3. Le tout doit être égal à 0. On va faire la même chose au nœud B. Et puis on va remarquer, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, l'équation pour le nœud B, c'est la même que l'équation pour le nœud A, au signe près. Donc elles sont linéairement indépendantes, mais je vais quand même l'écrire aussi. Donc on a I1 qui sort, donc moins I1. I2 qui sort, donc moins I2. Et puis I3 qui rentre, donc plus I3 égale à 0. Donc on voit que c'est la même équation, simplement multipliée par moins 1, la B par rapport à la A. Donc, malheureusement, on pourrait dire, ici, on n'a pas deux équations déjà, on n'en a qu'une qui peut être utilisée. Là, je choisis par exemple l'équation 1, c'est égal à... je prends l'équation A pour définir ma première équation à disposition. Les deux autres équations dont j'ai besoin, puisque j'ai trois inconnus, vont être obtenues grâce aux deux mailles qui, elles, vont nous donner deux équations linéairement indépendantes, donc ça ne pose pas de problème. Alors, je vais commencer avec la maille M1, et puis je commence par ici. Donc, je vais commencer ici mon parcours dans la maille M1. Vous pouvez commencer là où vous voulez. La seule chose qui est essentielle, c'est que vous retourniez au même point de départ. Alors, donc la première chose que je dois considérer dans mes tensions, c'est la tension aux bornes de cette résistance-là. Et puis on sait par la loi d'Ohm que U est égal à RI. Maintenant, le problème qu'on pourrait avoir, c'est quel est le signe que l'on doit considérer ici. La règle nous dit que lorsqu'on traverse, donc ici je traverse dans ce sens-là, une résistance et que je la traverse dans le même sens que le courant, puisque le courant va aussi de gauche à droite, et moi je la parcours de gauche à droite, eh bien là on pourrait dire qu'on perd cette énergie, ou plutôt cette tension si vous voulez, à travers cette résistance, donc ça va être moins I3R1. Okay. Ensuite, on parcourt la tension U3 de la borne positive à la borne négative, donc on perd de nouveau ce terme U3. Ici, de nouveau, on a moins I3R1, puisqu'on parcourt dans le sens du courant la résistance R1. Et puis ici, on parcourt U2 de la borne négative à la borne positive, donc c'est plus U2. Voilà, et puis finalement ici, on va dans le sens du courant de nouveau pour traverser R2, donc moins I2 R2 égale à 0. Voilà. Donc ça, c'est l'équation 2. Et puis, je vais... alors là, je mets des points comme ça, on comprend que c'est pas un terme de l'équation. Hein, voilà. Okay. Pour la maille M2, je vais aller un petit peu plus vite. Donc là, alors pas que je me trompe, j'ai commencé au niveau de U1, donc ici. Et je fais le tour comme ça. J'obtiens U1 moins I1 R1 plus I2 R2 moins U2 égale à 0. Et ça, c'est mon équation 3. Voilà. Alors, maintenant, on a trois équations avec trois inconnus. Donc, à travers ces choses-là, grâce à celle-là, on peut maintenant résoudre le problème. C'est plus que de l'algèbre. Alors là, chaque méthode que vous pourriez trouver qui fonctionne est bonne.
Moi, ce que je remarque ici, c'est que dans l'équation 2 et l'équation 3, on a chaque fois uniquement deux courants inconnus. On a I3, I2, et puis ici, on a I1 et I2. Donc, l'idée pour moi, ça va être de prendre l'équation 1, d'isoler le terme I1, de le remplacer ici dedans par I2, I3, ici, et puis j'aurai ensuite deux équations avec uniquement I2 et I3 comme inconnus, et puis je pourrai continuer. Donc, la première chose que je fais, c'est isoler I1 à partir de l'équation 1. Donc ça fait I1 est égal à I3 moins I2. Je l'insère dans l'équation 3. En réarrangeant les termes, je trouve U1 moins U2 plus I2R2. Ça, c'est les termes qu'on avait déjà. Pardon, ici on est dans l'équation 3. Donc ça, ça et ça. Maintenant, c'est ce terme-là que je dois substituer avec les I3 moins I2. Donc on trouve moins I3 R1 plus I2 R1 égale à 0. Voilà, et ici on peut faire autrement, mais je remarque que j'ai deux fois, enfin moins 2 I3 R1 ici, et j'ai une fois moins I3 R1 là. Donc ce que je propose, c'est de multiplier par 2 cette équation, et puis de soustraire à l'équation 2, deux fois donc l'équation 3 obtenue ici. Donc si je l'écris de manière schématique, en gros, ça fait l'équation 2 moins 2 fois l'équation 3. Et on obtient 3U2 moins 2U1 moins U3. Et puis je rassemble les termes en I2. Les termes en I3 disparaissent, bien sûr, c'était le but de l'opération. Donc on a I2 fois moins 3R2 moins 2R1 égale à 0. Alors j'espère que je n'ai pas écrit faux. C'est comme au tableau, quand on est devant la feuille, on a tendance à faire des erreurs, mais je pense que le calcul ici obtenu est juste. Donc je peux maintenant simplement isoler I2 et j'obtiens, on a fini le problème, donc moins 2U1 plus 3U2 moins U3 divisé par les termes avec les résistances. Donc on a 2R1. Bien sûr, je l'ai passé de l'autre côté, donc c'est devenu positif. Puis après, j'ai divisé, donc ça joue. Plus 3R2. Et puis, numériquement, ça donne environ 0,045 ampères. Maintenant, pour trouver I3, bien sûr, en premier, puisqu'on peut retourner dans une des deux équations, donc on doit soit dans la 3, soit dans la 2 avec notre résultat I2. Donc ça donne directement I3 et puis finalement I1 à travers la substitution dans l'équation 1. En réalité, il faudrait toujours vraiment simplifier à la fin, mais je vais écrire I3 obtenu, puis vous allez comprendre pourquoi je garde I2 dans l'équation, parce que c'est assez lourd comme notation. Donc j'ai remplacé donc ça c'était à partir de l'équation 2. Donc à partir de cette équation-là, j'ai remplacé, j'ai juste simplement isolé I3 ici. Donc j'ai mis I3, je l'ai gardé de ce côté-là, j'ai mis tous les autres termes de l'autre côté, et les autres termes contiennent le I2 que l'on vient d'obtenir. Donc on a le résultat qu'on cherche. Alors on a U2 moins U3 moins I2 R2 divisé par 2R1. Évidemment, maintenant il faudrait prendre ça là et le mettre ici. Comme c'est un peu lourd, je ne me permets de pas le faire, mais étant donné qu'on a I2, vous avez compris que le résultat ici est obtenu. Et puis si je veux le résultat numérique, c'est moins 0,32 ampères. Et finalement, I1, voilà, je réécris pour la forme, mais finalement c'est juste, je reprends I3 obtenu là, et puis je lui enlève I2, et j'obtiens moins 0,36 ampères. Voilà. Donc le problème est terminé. Maintenant, on peut prendre du recul. Donc
ce qu'on a vu, c'est que I2 a un signe positif, donc ça veut dire que le sens de I2 est bien comme ça, donc I2 circule dans le circuit comme ça. Et puis par contre, I3 et I1, on voit que les sens que l'on avait définis ici sont en fait opposés au sens réel. Donc si on voulait corriger maintenant, on écrirait qu'en réalité, eh bien, I1, alors je le fais comme ça, I1 circule comme ça, et puis I3 pardon, circule comme ça. Hein. Voilà. Mais I2, c'est juste, hein, I2 circule comme ça. Voilà. Donc dans ce genre de problème, il faut, comme toujours, la rigueur. Donc bien dessiner votre circuit initialement, définir les courants et leur sens a priori, puis écrire les équations pour les nœuds, les équations pour les mailles. Bien sûr, le nombre d'équations doit correspondre à votre nombre d'inconnus. Et puis ensuite résoudre. Lorsque vous faites la résolution, bien sûr, il y a beaucoup de possibilités de se tromper. Je dois vous l'avouer, c'est déjà la deuxième fois que je le fais devant la caméra, mais la première, je m'étais planté. Donc j'espère que je ne devrais pas le refaire une troisième fois. Là où on peut faire un petit contrôle à la fin, ce n'est pas forcément suffisant, mais un premier contrôle, c'est que les courants sont toujours, bien sûr, des tensions divisées par des résistances. Ça, c'est un premier contrôle, et puis là, on voit que, en tout cas pour l'équation, là, c'est bon. Ici, évidemment, c'est bon parce qu'on a des tensions sur des résistances, et puis si on a un courant fois une résistance divisé par une résistance, ça donne bien un courant. Ça, c'est déjà un petit contrôle au niveau unité. Est-ce que les unités correspondent? Un dernier contrôle à faire, pour éviter de devoir tout recalculer, c'est que les résultats numériques que vous avez obtenus à la fin, lorsque vous les insérez dans les équations, par exemple dans l'équation pour la maille M1 ou la maille M2, eh bien vous obtenez bien 0. Hein. Bien sûr, si vous avez simplifié un petit peu ici, ou plutôt que vous avez arrondi, vous risquez d'avoir un arrondi, mais que vous soyez autour de 0. Si vous êtes très loin, c'est qu'il y a un petit problème. Voilà.